Mesdames et messieurs, chers amis, nous approchons de la toute fin de notre congrès et bientôt vous pourrez entendre Christophe Béchu, ministre de la Transition énergétique, écologique, conclure nos travaux et nous apporter quelques réponses à nos questions. J'y reviendrai dans quelques instants. Je voulais, à ce stade de nos échanges, de nos réflexions, vous dire merci pour la richesse et la diversité du partage qui a été ceux de nos expériences depuis hier. J'aurais aimé qu'on laissât un peu plus de place aux échanges directs dans la salle, aux échanges entre les interlocuteurs qui sont dans les fauteuils et la salle. C'est toujours la frustration des rencontres comme les nôtres, mais d'année en année, vous allez voir, on va progresser et l'année prochaine, ce sera nettement plus performant. D'abord parce qu'on sera chez nos amis ultramarins, je le disais évidemment, et je voudrais les remercier aussi, tous nos amis de Guyane, de Martinique, de Guadeloupe, de Mayotte, d'être à nos côtés aujourd'hui, parce qu'ils ont été nombreux fidèles au Congrès de l'ANEL et ils ont traversé les océans pour être avec nous, y compris en prenant le risque des grèves des aiguilleurs du ciel et des occasions des syndicats qui régissent le transport ferroviaire ou aérien. Je voudrais remercier naturellement nos amis bretons pour leur accueil, en particulier Fabrice Loher, maire et président de l'agglomération de Lorient. On a vécu deux belles journées à Lorient avec un service et une chaleur qu'on ne soupçonnait pas. Et oui, on peut le remercier. Ce matin, je me suis levé à 7h moins le quart, il faisait 20 degrés. Franchement, je ne m'y attendais pas. Et donc, évidemment, on a tous envie de revenir. Je voudrais adresser un remerciement particulier à Christophe Béchu, qui vient de nous rejoindre, parce que, vous savez, les engagements n'engagent que ceux qui y croient. Moi, Christophe m'a dit, il y a 3 semaines, je m'engage, Yannick, je viendrai. Je ne sais pas comment, je ne sais pas quand, mais je viendrai. Et il y a eu, vous ne pouvez pas imaginer les changements d'agenda de la semaine, sa présence tout à fait imprévue et imprévisible au congrès de l'Aterco à Orléans hier, une réunion à l'Élysée cet après-midi, et malgré tous ces bouleversements de dernière minute, Christophe Béchu a tenu son engagement auprès des UDNL, et il est là aujourd'hui, et je voudrais qu'on l'en remercie. Alors, notre thème de l'année, c'est France Littoral 2100, les élus en première ligne. France Littoral 2100, vous l'avez vu depuis hier, ce sont aussi les Bretons en première ligne. C'est d'ailleurs le grand retour de l'ANEL en Bretagne, et je m'en réjouis avec Fabrice, et c'est, je l'espère, le grand retour de la Bretagne au cœur de l'ANEL et de sa gouvernance. C'est l'un des sujets et l'un des objets de notre rencontre ici, dans ce beau département du Morbihan. Alors, ce petit mot intermédiaire avant le discours du ministre, évidemment, est l'occasion de faire un point d'étape sur les avancées que nous avons enregistrées depuis hier, et puis sur les questions toujours en suspens, en attente d'arbitrage, qui nous préoccupent et que nous ne manquerons pas, dans les secondes qui suivent, de poser à Christophe Béchu. Si vous voulez bien, je vais commencer par revenir par quelques premières avancées. D'abord, on a ouvert ce congrès avec un ligneur côtier breton à 2500 km, et quelques minutes après l'ouverture du congrès, on est passé à 6000 km de côte en Bretagne. Donc c'est une avancée majeure que nous devons au CHOM et aux précisions du député européen, président de la commission de la pêche. Donc merci pour ces précisions, merci pour cette avancée. J'espère que dans toutes les régions, on ne va pas connaître les mêmes linéaires, sinon les calculs vont devoir être refaits partout. Et comme nos amis ultramarins représentent 66% du linéaire côtier français, il y a un peu de travail pour le CHOM, mais s'il a besoin d'aide, les élus de l'ANEL pourront l'accompagner pour aller sur les îles de l'océan Indien, du Pacifique et de l'Atlantique et des Caraïbes pour remesurer tout ça. La deuxième avancée, notable celle-ci, elle est peut-être passée inaperçue, mais pas pour nous.
notable, c'est celle du discours d'Hervé Berville hier, qui a osé un plaidoyer clair, franc, direct, pour l'éolien flottant. Eh bien, dans le gouvernement, ce n'est pas un propos qu'on entend souvent et de manière aussi affirmative et aussi claire. En général, on se contente les uns les autres de dire et de convenir que l'éolien flottant est l'avenir. Oui, mais c'est quel avenir? C'est le nôtre? C'est l'avenir des générations futures ou c'est le nôtre maintenant? On a bien compris que notre ministre de la Mer, et ça tombe bien, c'est aussi notre position, promouvait l'éolien flottant maintenant. Et si on n'a pas cette ambition-là maintenant, on a peu de chances d'y parvenir dans 5 ans, dans 10 ans. Et donc c'est un sujet qui est passé un peu sous les radars, mais qui est essentiel pour nous. J'ai noté d'ailleurs également dans son discours, en marge de cette promotion de l'éolien flottant, j'ai noté un accord de principe de sa part sur un fléchage de la fiscalité éolienne en mer qui pourrait venir favoriser, encourager, non pas seulement l'adaptation des flottes de marine et de pêche au changement climatique, mais aussi l'adaptation des territoires littoraux et des actions des collectivités littorales face au changement climatique. C'est une piste évidemment que nous proposons depuis longtemps, que nous soutenons et qui, je l'espère, trouvera un écho, Monsieur le Ministre, auprès du gouvernement lorsque la décision sera prise. Et puis, on l'a entendu dans la bouche du préfet maritime et dans celle du ministre de la Mer hier, il y a une volonté affichée, certaine, claire, de concertation renforcée avec les élus littoraux sur les questions principales qui nous concernent, notamment sur les questions de planification maritime. Et c'est heureux. C'est heureux parce que cela va sans dire, mais encore beaucoup mieux en le disant. Et je remercie et Hervé Berville et le préfet maritime, qui a non seulement dit, mais qui a fait, puisqu'il a été, avec le préfet coordonnateur de la région, à l'initiative de premières réunions de concertation avant le grand débat public sur la question de la planification maritime et d'éolien en mer. Et il a mis les actes en face des déclarations d'intention, et nous l'en remercions. Nous serons là, aux côtés de l'État et aux côtés des acteurs, pour définir un équilibre et des positions de compromis dans lesquelles, évidemment, on préservera nos économies, nos intérêts, mais aussi on préparera et construira la souveraineté énergétique de notre pays dont nous avons besoin. Et puis, dernière avancée, last but not least, les progrès de la chorale de l'année. On est parti. L'année dernière, au Grau-du-Roi, on s'y est risqué. On a trouvé un chef de chœur. On a trouvé des régions fortes qui ont relevé des défis. Je pense notamment aux Basques et aux Nordistes. Et ça n'est qu'un début, mes amis. Continuons le combat. Et je trouve que nous sommes sur ce plan-là, sur une très bonne voie. Et c'est une avancée que je tenais à souligner ce matin. Alors, cette petite allocution préalable à celle du ministre est évidemment destinée à préchauffer la salle, à hisser le niveau d'attention de l'auditoire, avant que nous puissions faire le point sur des sujets sensibles, nécessairement complexes, qui attendent une décision, une direction, un arbitrage, une fumée blanche. C'est dire, cher Christophe, si nous sommes suspendus à vos lèvres et si les décisions ou les orientations que vous allez exprimer derrière ce pupitre sont attendues ici à Lorient. Je voudrais, en synthèse de nos échanges, même si c'est toujours difficile parce qu'il y a une telle multitude de sujets, c'est ce qui rend d'ailleurs passionnant la tâche des élus littoraux que nous sommes. Il y a une telle multitude de sujets que je ne pourrais pas tous les aborder et je vais focaliser mon propos sur quelques points. Et je voudrais, Monsieur le Ministre, si vous le permettez, prendre l'audace de vous lancer 4 défis. Inutile de prendre des notes, c'est des sujets que vous connaissez par cœur. Le premier défi, c'est le défi de la solidarité.
Nous traversons et nous vivons une crise du logement sur les territoires touristiques et sur les territoires littoraux. Chacune et chacun d'entre nous s'efforce, dans le cadre de la législation en vigueur, de trouver des mesures qui permettent un rééquilibrage entre la vocation touristique de nos communes, parce que nous vivons généralement, principalement du tourisme, mais un rééquilibrage entre la vocation touristique et la vocation de ville, de commune à l'année, entre l'habitat touristique et l'habitat permanent. Et si c'était des questions théoriques il y a 10 ans, des questions qui n'existaient pas il y a 20 ans, aujourd'hui, ce sont des questions qui sont des enjeux de tension sociale forte. Et malgré la bonne volonté et les bonnes idées de beaucoup de collègues et élus, sur tous les littoraux d'ailleurs, il y a des belles initiatives partout. Malgré cette bonne volonté, celle-ci se heurte à un cadre national qui n'évolue pas encore. Et donc, la solidarité à laquelle nous aspirons et que nous vous demandons, Monsieur le Ministre, c'est celle d'efforts sur le cadre légal national, et notamment sur le cadre fiscal. Parce que si les contribuables et le budget de l'État exonèrent à 71% les meublés de tourisme classés, évidemment, ça rend la location à l'année, qui ne bénéficie pas d'exonération de revenus à des niveaux comparables, beaucoup moins attractive, et ça tue et assèche progressivement, asphyxie le marché de la location à l'année. Donc nous avons besoin, non pas seulement d'initiatives locales, mais d'un cadre national plus juste qui nous aide à rétablir les équilibres. Le deuxième sujet, la deuxième cible de cette solidarité pourrait être, naturellement, vous le savez, on en a discuté ensemble à plusieurs reprises, la question du financement de l'adaptation de nos littoraux au changement climatique et particulièrement l'adaptation de nos littoraux au recul du trait de côte. La loi climat et résilience est là, elle est née un peu en contournant les élus littoraux, elle est née en contournant le Conseil national de la mer et des littoraux, et elle souffre de cet art congénital de ne rien prévoir sur le cofinancement dans un partenariat responsable entre les collectivités littorales et l'État sur les sujets de financement qui sont devant nous, parfois de manière urgente dans certaines communes où les falaises s'effondrent et les maisons avec, mais parfois à plusieurs décennies dans la perspective et bien avant 2100 pour... Alors moi je suis pas un pessimiste, je suis un pragmatique. Donc je ne vais pas reprendre les scénarios les plus pessimistes qui alignent les chiffres les plus effrayants pour justifier une manifestation de la solidarité nationale maintenant. En revanche, je pense que sur la question des principes, on ne peut pas laisser à la seule charge des collectivités littorales le poids du changement climatique dont ils ne sont pas les seuls responsables. Et donc je crois que dès maintenant, et quitte à ce que les mécanismes évoluent dans le temps, au gré de l'accentuation du risque, mais dès maintenant, nous avons besoin de définir un cadre de solidarité nationale pour nous aider à adapter nos territoires au changement climatique, à l'élévation du niveau de la mer et aux risques naturels qui y sont associés. Vous ne serez pas surpris par ce petit passage de mon discours, Monsieur le Ministre. Le deuxième défi auquel l'ANEL aimerait bien que vous répondiez, d'autres en ont été saisis avant vous, Monsieur le Ministre, c'est le défi de la simplification. La simplification. Nous vivons des réalités juridiques contradictoires d'une complexité infinie. À chaque fois qu'avec de bonnes intentions, nous voulons améliorer les systèmes, nous les compliquons. Nous les rendons, alors évidemment, on parle toujours des injonctions contradictoires, mais nous les rendons impraticables. Et plus qu'impraticables, nous les rendons... nous faisons des élus littoraux
des cibles juridiques et juridictionnelles permanentes, et en termes de responsabilité civile, pénale, mais évidemment en termes de responsabilité politique et juridique, puisque la plupart des décisions que nous sommes amenés à prendre dans nos cadres d'aménagement du territoire représentent des enjeux financiers tels dans l'avenir que la plupart de ces décisions seront attaquées devant le tribunal administratif. C'est la raison pour laquelle je pense que on ne pourra pas faire l'économie ensemble d'une clarification et d'une simplification des règles applicables sur les territoires littoraux. Je voudrais, par exemple, évoquer deux sujets et me limiter à ces deux sujets-là. Vous avez sur les risques naturels littoraux des régimes juridiques différents, des financements différents. Tout ça est illisible, incompréhensible et une source infinie, illimitée de contentieux. Si nous avions, vous et moi, cher Christophe, une baguette magique, il faudrait unifier tous ces régimes juridiques liés aux aléas, aux risques naturels, pas naturels, subis, pas subis, prévisibles, imprévisibles, etc. Et unifier le régime juridique, les régimes de financement, et donner à l'intérieur d'un régime nouveau, que nous appelons de notre vœu, des responsabilités claires. Aujourd'hui, qui peut comprendre les périmètres de compétences des communautés de communes et des communes sur la taxe GEMAPI? C'est incompréhensible. Qui peut comprendre les dérogations successives apportées à la loi littorale, soit par les dernières lois qui sont nées pour accélérer les énergies renouvelables, pour faciliter la couverture mobile, pour faciliter la réalisation de centrales nucléaires, etc., etc. Qui peut comprendre l'empilement successif des décisions de justice et des dérogations à la littorale sur un texte qui pour nous est fondateur, central, la loi littorale. La loi littorale, c'est la protection et l'aménagement du littoral. C'est une matrice dont l'ANEL ne se défera jamais. C'est au cœur, c'est l'article 1 de la Constitution de l'ANEL. Donc c'est une valeur constitutionnelle pour nous. Il ne s'agit pas pour nous de toucher à la loi littorale, mais il s'agit peut-être, après des décennies de mise en œuvre, de poser un diagnostic, d'évaluer le résultat de décennies d'empilement de décisions de justice et de dérogations successives à cette loi. Et ce que vous demande l'ANEL, monsieur le ministre, si vous l'acceptiez, c'est d'initier une mission d'évaluation parlementaire, transpartisane, transcamérale, qui pourrait évaluer le bloc juridique compact que forme à la fois la loi, mais les lois successives et les décisions de justice qui s'imposent à nous et qui rendent son application inextricable alors que les principes sont bons et sont des principes d'avenir pour chacune et chacun d'entre nous. J'en resterai là pour la simplification, je pense que c'est suffisant pour ce deuxième défi. Le troisième défi que l'ANEL vous lance, monsieur le ministre, c'est le défi de la confiance. Ici à Lorient, nous rêvons, monsieur le ministre. C'est une ville aux 6 ports. Nul ne l'ignorera désormais. 6 ports, pas 1, pas 2, pas 3, pas 4, pas 5, 6 ports. Et dans cette ville aux 6 ports, ouverte sur le large, sur le monde, sur la conquête des océans et de l'avenir, une ville qui innove, qui prévoit de nouveaux parcs de production d'énergie offshore, où on produirait de l'hydrogène qui serait ramené en bateau à terre et qui réduirait des problèmes d'atterrage de l'île, etc. Dans cette ville-là, on rêve d'un modèle renouvelé de relations entre l'État et les élus en responsabilité locale et littorale. L'État a tout tenté, sauf la confiance. L'État a tenté le bâton, parfois ça marche. L'État a tenté les encouragements, les primes, parfois ça marche. Mais il y a une chose que l'État n'a pas encore tenté, c'est d'oser la confiance. C'est d'oser un partenariat confiant. C'est de repositionner nos relations sur le fondement d'une confiance renouvelée
entre les représentants de l'État à l'échelle nationale, monsieur le ministre, comme à l'échelle locale. Alors à l'échelle locale, c'est plus souvent le cas. Parce que les préfets, j'ai entendu les louanges que le ministre de la Mer a adressées au préfet du Morbihan, et donc je les renouvelle ce matin, dût-il en rougir. Les préfets et leurs collaborateurs ont des habitudes de travail pragmatiques avec les enjeux et les réalités locales. Les administrations centrales, un tout petit peu moins. C'est un euphémisme. D'ailleurs, il peut même arriver, c'est un exemple récent, il peut même arriver que l'administration centrale s'exerce à la clé de bras et disent aux maires: ah, vous voulez du fonds vert, mais vous avez signé l'adhésion au décret trait de côte. Ben, si vous n'êtes pas sur la liste du décret, vous n'aurez pas de fonds vert. Oui, mais je ne vais pas dans le décret, parce que le décret, c'est pour les communes soumises à érosion. Moi, je n'ai pas d'érosion dans la Côte de Paris, mais si vous n'avez pas signé, si vous n'êtes pas volontaire pour le décret érosion, vous n'aurez pas de fonds vert. Ah, vous voulez une application plus souple du ZAN chez vous, mais si vous voulez bénéficier de la dérogation de la correction législative qui a été faite, il faut être adhérent à la liste du décret érosion. Oui, mais j'ai pas d'érosion. Ah oui, mais si vous n'adhérez pas, vous n'aurez pas la dérogation. Ça s'appelle une clé de bras. Et ça, c'est insupportable, monsieur le ministre. Insupportable. C'est un déni de responsabilité. Et c'est un déni de confiance. Ça, c'est la défiance cultivée. Et donc, on ne peut pas construire des relations saines et d'avenir sur la défiance. Il faut qu'on apprenne à se faire confiance, et je veux croire, monsieur le ministre, que c'est possible, que ce soit avec vous, mais aussi avec les directions dont vous avez la responsabilité. Donc je pense qu'il faut qu'on apprenne à se faire confiance réciproquement. La confiance va dans les deux sens. Il faut qu'on accepte l'idée que dans une stratégie nationale, on ait des applications locales différentes, y compris d'ailleurs sur une même communauté d'agglomération. Quand le maire de Biarritz dit « Moi, je ne peux pas ne pas protéger mes falaises et mes ouvrages de protection sinon la ville tombe dans la mer », et que le maire de Bidart, à 5 km, dit « Moi, j'accepte, parce que j'ai peu de construction en bord de mer, d'engager le recul de l'habitat par rapport au front de mer », il n'y en a pas un qui a tort et l'autre qui a raison. Les deux ont raison. Parce que les deux sont pragmatiques, réalistes. Et donc il faut qu'on accepte l'idée que les élus littoraux puissent avoir une bonne idée sur les ouvrages de protection qui devront survivre. Les hommes, les femmes, les habitants des littoraux, ils sont 8 millions. Ils n'ont pas d'autre rêve que de se bâtir un avenir durable et désirable sur nos littoraux. Parfois ce sera possible là où ils sont, parfois ce ne sera pas, mais ces règles-là ne peuvent pas être dictées par la défiance, mais dans un partenariat de confiance entre l'État et les élus littoraux. Je vous invite également, dans cette exhortation à l'audace de faire confiance, à écouter les propositions qui sont celles de l'ANEL et des élus littoraux sur le financement de l'adaptation au changement climatique. Je pense qu'il pourrait naître un consensus raisonnable sur un fléchage, une partie de la fiscalité éolienne offshore sur un fonds national qui aiderait les collectivités littorales à adapter leur territoire au changement climatique, à l'élévation du niveau de la mer et aux risques associés. On pourrait aussi imaginer, ça a été présenté tout à l'heure et rappelé par le maire de Lacanau, qu'une part des gains considérables des plateformes de location touristique de courte durée aille alimenter les collectivités littorales qui doivent adapter leur territoire au changement climatique. On pourrait aussi donner un peu plus de liberté, sans pour autant définir par avance ce qu'il adviendra ici ou là, sur les questions de fiscalité locale. Découpler la taxe foncière, de la taxe GEMAPI, de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, déplafonner là où les élus en responsabilité en prendront la décision, les taxes de séjour, parce que ce sont des ressources qui seront nécessaires pour faire face aux millions, aux milliards d'investissements qui seront nécessaires
pour adapter nos territoires littoraux en confiance avec l'État dans les décennies qui viennent. Voilà en synthèse les 3 premiers défis que l'ANEL voulait vous lancer, Monsieur le Ministre. Vous voyez, il n'y a rien d'absolument extravagant. On n'est pas là pour renverser la table, on n'est pas là pour une révolution qui finalement, comme toujours, reviendrait au point de départ. On est là pour avancer de concert. Pas en tirant des bords, mais en fixant un cap commun, collectif. L'ANEL sera aux côtés des pouvoirs publics, du gouvernement et de l'État pour avancer sur ces sujets qui sont centraux pour nous. Le dernier défi, j'en avais annoncé 4. C'est peut-être le plus important. Non, c'est pas le plus important, mais c'est le dernier. Le dernier, c'est le défi d'une contribution à la chorale de l'ANEL l'année prochaine, puisque nous organiserons notre congrès 2024 dans les Antilles, et qu'on aimerait beaucoup pouvoir vous y accueillir, Monsieur le Ministre, et qu'ensemble nous passions un dîner de gala formidable, de convivialité, dans un climat de confiance renouvelé. Merci encore de votre aide.